Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, un sujet tabou mais incontournable. L'identité a submergé, en l'espace de quelques décennies, l'ensemble des sciences humaines et sociales, écrit Catherine Alpern en 2004, Sciences humaines numéro 151. Or remarque-t-elle, tout succès comporte son revers. Gagner en extension, pour un concept, c'est toujours perdre en compréhension. L'identité est du reste rarement définie, ajoute-t-elle. Que cache alors cette envolée ? Pourquoi un tel succès ? C'est aux réponses à ces questions que ce livre compte contribuer. Pour y parvenir, je vais faire appel à l'angle de vue et d'analyse d'une géographie sociale qui reste, à ma connaissance, l'une des rares disciplines silencieuses sur ce thème de l'identité, un domaine pourtant écrasé par le poids des références bibliographiques. De plus, la question de l'identité ou plutôt des identités, individuelles, de genre, collectives, communautaires, ethniques, religieuses, territoriales, régionales, nationales, ne se borne pas à susciter un intérêt purement scientifique. Elle secoue la société dans tout son édifice. En fait, devant la montée de l'immigration, la sous-intégration et le chômage des étrangers, mais aussi d'un nombre croissant de Français issus ou non de l'immigration, un faisceau d'interrogations surgit. Qu'est-ce au juste qu'être français ? Quel sens donner à la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité ? Ou encore, comment être français dans le contexte des inégalités ambiantes et des communautarismes religieux et culturels ? Certes, ce questionnement vaut pour l'ensemble de la société. Il perturbe pourtant avec une acuité particulière les couches sociales modestes et moyennes des ouvriers, des employés et des techniciens, voire des professions intermédiaires fréquemment périurbaines, confrontées à la rareté du travail rémunéré, souvent criblées de dettes. La France d'en bas en quelque sorte. Ces questions se posent de la même façon à nombre de ruraux, rescapés en sursis, de professions agricoles en grand péril. Les réponses apportées à ce jour à ces questions font débat. Or, celui-ci se révèle d'autant plus délicat que des facteurs touchant aux nationalités, aux religions, voire à la couleur de la peau, soit autant de critères inclinant au communautarisme et au racisme, le compliquent. Du coup, plutôt que de s'enferrer dans des considérations oiseuses, faut-il en finir avec l'identité ? Titre le numéro plus haut cité de la revue Sciences humaines. Mieux vaut-il encore prendre le problème de l'identité, des identités, à bras-le-corps. Comme l'ambitionne ce livre. Il faut avouer que pour nombre de courants de pensée, dans un pays républicain et laïque comme la France, tout intérêt porté aux questions identitaires, autres que celles qui mettent en scène le pays, le peuple, l'État et la nation dans leur unité revêt un caractère suspect. Comme si, par exemple, traiter des identités infranationales ou communautaires, voire de l'infinie variété des identités individuelles, portait le risque de faire ressurgir le spectre inquiétant de la désagrégation nationale. Est-ce parce que les Français savent que leur pays n'a pas d'homogénéité ethnique ? Ou existe-t-elle vraiment, mais que leur nation au contraire résulte d'apports humains d'origine très variés, reposant en théorie sur un engagement citoyen commun qu'ils réagissent ainsi ? Craignent-ils pour certains qu'un déballage identitaire tourne à l'éclatement d'une unité et d'une cohésion fragile ? Redoutent-ils pour d'autres que les arguments avancés renvoient à une différenciation des Français en fonction de leur plus ou moins grande ancienneté, réelle ou présumée, être français de souche ou pas dans l'agrégat national ? Les deux raisons se conjuguent sans doute. Par ailleurs, l'exhumation d'une question aussi brûlante ne risque-t-elle pas de faire jaillir une vérité que d'aucuns souhaiteraient occulter ? Je pense à l'intégration manquée de minorités religieuses, nationales ou ethniques, qui aurait dû se fondre depuis longtemps si l'on en croit les dogmes républicains, assimilation, dans la population française. Celle-ci étant perçue à tort, convenons-en comme un ensemble existant a priori, de tout temps, sans que l'on tienne compte de sa construction progressive sous l'effet des vagues de peuplement et des annexions territoriales successives qui l'ont constituée. Du coup, aborder le thème de l'identité, surtout lorsque des responsables politiques taxés de nationalisme et de populisme s'y attellent, inquiète. Ne contribuerait-on pas à conforter un essentialisme national, franco-français, destiné à gommer dans le périmètre de l'Hexagone, tout droit légitime à la différence ? Une sorte de fondamentalisme qui inciterait à se fermer sur soi, à refuser l'ouverture des frontières à l'immigration, à imputer aux autres cette altérité honnie,
la responsabilité d'un malaise national dont on se refuse à identifier les causes profondes. En somme, traiter d'identité reviendrait dans tous ces cas de figure à aborder une question qui fâche, qui embarrasse l'esprit républicain, l'un de ces sujets capables de dresser les Français les uns contre les autres. Serait-ce donc un sujet tabou ? Refusant une telle perspective, ce livre va s'efforcer de rappeler deux choses. D'une part, l'identité est une réalité incontournable, une nécessité vitale aussi bien pour les individus que pour les groupes qu'ils forment. Les rapports sociaux, indispensables au déroulement de la vie quotidienne, supposent en effet une identification des individus entrant en interaction, une sorte de garantie de reconnaissance. S'adresse-t-on aisément à quelqu'un que l'on ne connaît pas et dont bien souvent, par méconnaissance ou ignorance, l'on se méfie ? Non. La bienséance et le souci d'établir la confiance entre interlocuteurs n'invitent guère à de tels rapports se nouant à l'aveugle, dans l'anonymat. Indispensable, l'identification réciproque des protagonistes sociaux obéit à des mécanismes qui convoquent chacun eux dans toute son humanité, tant physique et corporelle qu'affective, tant sensorielle que psychologique, mais aussi dans toute sa dimension sociale. Et ceci à différentes échelles, de la plus petite des localités au vaste monde. Mais il y a plus. Dans la mesure où l'identité, laissée scientifiquement et politiquement en jachère, demeure pour le citoyen une notion trop floue, elle prête le flanc à toutes les interprétations, manipulations et instrumentalisations possibles. Les confusions courantes sur sa définition, son sens, son contenu, sa genèse, son objet même, portent le germe de division sociale et de malentendus aux conséquences éventuellement fatales dans l'optique du vivre ensemble. Que peut la géographie sociale pour améliorer cette situation, pour lutter contre ces dangers ? D'abord, sans doute, revisiter l'acquis des sciences sociales et humaines pour définir le mot et surtout la chose avec toute la précision et toute l'acuité spéculative qui s'impose. Démêlons donc cet écheveau. Le mot identité vient du latin idem, c'est-à-dire le même. Paul Ricoeur a pu parler à ce propos de même accent aigu, pour qualifier un individu qui perdure à soi durant toute son existence, et même au-delà dans les mémoires, mais aussi qui affiche des traits de similarité avec certains de ses semblables, dans une sorte d'altérité ménagée. Pour rassembler des individus dans une figure construite de groupes sociaux ou de communautés, voire de nations territorialisées, cette même accent aigu, intersubjective ne requiert pas une ressemblance absolue des individus concernés. Elle repose en fait sur la sélection de quelques traits communs, partagés par les membres de tout groupe identitaire. Traits, certes, d'une portée majeure. Langue parlée, culture et valeurs, art de faire, contrat social, style de rapports sociaux, lieu d'origine et de résidence référant à des territoires collectivement repérés et appropriés, etc. L'on observe que cette même accent aigu émane soit de la base sociale, bottom-up, soit du sommet de l'État, top-down, ou de toute autre autorité supérieure, système scolaire et universitaire, principaux appareils idéologiques d'État, etc. Cette dernière source d'identité, s'écoulant d'un État démocratique ou non, vers le citoyen, ressort avec un relief particulier lorsque les éléments de la ressemblance renvoient à l'ordre des lois et des règles qui régissent une société identitaire. Mais l'identité, et plus que d'une contradiction, il s'agit d'une conséquence de ce qui précède, consiste aussi à définir un être ou un groupe dans sa pure singularité, dans son caractère d'unicité, être soi-même et non un autre, n'en déplaise à Rimbaud. C'est l'idée d'ipséité chère à Ricoeur. Une nouvelle fois, l'identité pose donc la question de l'autre et du rapport avec l'autre comme fondement de toute expérience de soi. L'identité suggère et convoque l'altérité. Sur ce point, les auteurs se rejoignent de façon quasi unanime. Pour Winnicott, 1957, l'autre est surtout l'occasion d'une recherche de soi. Pour G. H. Mead, 1934, le soi naît de l'expérience sociale, il ne se définit que par rapport à l'autre. Dans ces conditions, ne pas parler d'identité, ne pas l'aborder dans une optique de sciences humaines et sociales, comme ce fut parfois la tentation des chercheurs dans les années 2000 à 2010, n'a aucun sens. Pire, à ignorer ce sujet, l'esprit scientifique, comme l'esprit républicain sur un autre registre plus politique et civique, faillit à sa mission. Au même titre qu'elle colore une réalité vitale et donc incontournable pour les êtres humains, l'identité n'a rien d'une évidence, ni d'une essence. Il s'agit d'un phénomène profondément contingent,
hybride, en évolution et en transformation permanente. D'où ce sentiment d'incertitude, d'instabilité, de fragilité, de fluidité, de malaise, de crise, voire de désarroi identitaire que d'aucuns éprouvent. Sur ces différents points, la géographie sociale fournit de nombreux arguments. Le désarroi, j'y viens. Le mot au sens de trouble profond, de détresse et même d'angoisse n'est-il pas trop fort ici? Non. Non si l'on tient compte du grand nombre des identités partielles, de tous ordres, psychologiques et personnelles, corporelles, familiales, de sexe et de genre, professionnelles, territoriales, etc., qui se combinent pour façonner l'identité globale indispensable à la construction de toute personnalité. Une telle identité holiste n'exige-t-elle pas, pour s'ajuster, un raccordement complexe de toutes les dimensions identitaires éparses d'un même sujet? Soit un entrelac qui se révèle d'autant plus délicat à ordonner que le nombre des identités spécifiques qui le composent augmente sans cesse. N'est-ce pas là l'un des caractères de la postmodernité? Il en résulte une grande difficulté pour se définir en tant que sujet, pour se doter d'une consistance personnelle, mais aussi pour s'intégrer à des agrégats sociaux et territoriaux de plus en plus nombreux, hétéroclites et dispersés. Et si la géographie sociale livrait quelques clés de ces subtiles articulations? Cet essai va le montrer. La quête éperdue de l'identité personnelle pèse souvent au point d'engendrer cette fatigue d'être soi, dont parle Ehrenberg, 1998. Fatigue qui naît de cet embarras pour se situer, pour se singulariser au sein d'ensembles sociaux et territoriaux revêtant un sens particulier pour chaque moi. Groupes et espaces qui se reconfigurent à la carte au gré de leur propre dynamique, mais aussi en fonction des conditions objectives d'existence de chacun eux. Fatigue qui gagne également devant la prise de conscience du caractère fabriqué, artificiel, manipulatoire de certaines identités politiques ou marchandes que l'on tente de nous imposer. Ainsi en va-t-il de telles régions bâties à la hâte, de telles catégories nationales, religieuses ou ethniques auxquelles on nous enjoint d'appartenir. Citons aussi en vrac l'Europe des marchands qu'on veut nous faire passer pour l'Europe des peuples, le monde et la mondialisation qu'on nous vend comme incontournables et forcément bénéfiques, telle marque qui prétend nous identifier et forger notre goût, telle religion aux accents totalitaires qui souhaite imposer la terreur de Dieu sur la terre, etc. L'identité tient d'une tautologie élaborée au gré des circonstances. Produit de l'individu et de ses contacts sociaux, en tant qu'édifice très personnel, produit des groupes divers qui la forgent dans son acception collective. La considérer sous cet angle relativise et apaise considérablement une partie des craintes évoquées ci-dessus. L'identité ne forme que l'une des facettes du contrat social, adhésion raisonnée à un groupe identitaire exigeant des compromis et de son expérience dans la durée. Il ne faut pas la confondre avec l'appartenance fantasmée à une prétendue société de nature, ancrée dans un territoire immémorial, l'une comme l'autre parfaitement illusoire. Là aussi la géographie sociale sera précieuse pour comprendre et pour expliquer. Prenons des exemples d'actualité. Primo, une position de cet ordre relativise grandement les inquiétudes soulevées en France par la réforme territoriale entamée en 2015, Frémont et Guermont 2016. Dans la mesure où l'identité d'une région administrative se bâtit sur le long terme, au gré des enjeux et des volontés qui l'animent, les nouvelles régions s'imposeront d'elles-mêmes au fil du temps. Pour peu que la communication sociale et une bonne gouvernance politique y trouvent place. Secondo, l'immigration ayant participé de tout temps à la définition d'une identité française, l'urgence consiste plus à travailler à l'intégration des nouveaux et parfois de moins nouveaux arrivants, à contrôler et orienter leurs flux, limitation raisonnée et rigoureuse, qu'à tenter sans succès de fermer d'incontrôlables frontières. Si l'on considère donc l'identité sur son versant spatial et territorial qui nous retient principalement ici, comme une construction collective, continue et forcément malléable du rapport à soi, aux autres et à l'espace, la sérénité du débat y gagne. Ajoutons que l'identité concerne chaque individu, chaque habitant, chaque citoyen, chaque être humain, tant dans sa subjectivité que dans ses statuts et rôles sociaux, intersubjectivité, ou encore dans sa condition géographique d'habitant. L'on mesure alors tout l'impact social, notamment politique d'un thème qui ne saurait du coup être éludé. Remarquons aussi que l'identité positive, ouverte et assumée, confère une sorte de densité particulière à tout individu qui l'éprouve. Ne le rend-elle pas plus sûr de lui,
de ce qu'il est et de ce qu'il vaut, plus soucieux de s'éduquer et de s'ouvrir aux autres, plus citoyen parce que se connaissant mieux, au sens socratique, à travers son identification pesée et raisonnée, plus apte finalement à tenir dans de bonnes conditions ses différents rôles sociaux. Or, la conceptualisation d'une telle identité qui confère à chacun dans la République idéale une légitimité personnelle et sociale n'a été scientifiquement mise en évidence que dans les années 1960. Elle doit beaucoup au courant sociologique de l'interactionnisme symbolique, à Erving Goffman en particulier. N'y a-t-il pas matière, en dévoilant ces faits à nos lecteurs, à calmer quelque peu certains penchants ou identités abusives, Grosser 1994, ou à l'hystérie identitaire, Dupin 2004, à juste titre dénoncée? L'intérêt scientifique porté depuis 2 ou 3 décennies aux problématiques de l'identité et de l'identification les ont profondément renouvelés. Ce renouveau résulte d'une mutation, d'un changement du paradigme identitaire qui nous tiendra en haleine tout au long de ce livre. En effet, jusqu'au milieu du XXe siècle, derrière l'idée identitaire se cachait celle d'une continuité temporelle inébranlable des appartenances personnelles et collectives. Il s'agissait d'une vision quelque peu substantialiste et objectale des représentations sociales produites par ce phénomène, en apparence contradictoire, de mimétisme et de différenciation. Or, dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'on a vu se forger une conception plus actualiste et plus mouvante, plus dynamique de l'identité, laquelle ne néglige pas pour autant la mémoire. Cette approche en fait de l'œuvre contemporaine et évolutive d'acteurs sociaux compétents, dotés de réflexivité et de la capacité de produire du sens dans un environnement aux références mouvantes. Pour certains sociologues, comme Jean-Claude Kaufmann 2005, l'identification se confond même avec la recherche permanente du sens de sa propre vie par tout individu. Ce dernier, selon Kaufmann, trouverait dans cette quête la possibilité de se détacher de sa socialisation présente pour s'évader vers des réalités imaginaires et fugaces, plus stimulantes. À l'image de la culture, l'identité ne se cristallise donc jamais autour de caractères et de valeurs échappant aux enjeux sociaux du moment. On saisit mieux, dans ces conditions, ce que les rapports spatiaux, par leur rugosité matérielle, apportent à l'édification permanente des cultures et des identités. Cela ne signifie pas qu'il faille rejeter en bloc toute forme d'héritage s'incrustant dans les procès identitaires. Il n'existe pas d'identité sans mémoire, historique, sociale, familiale ou individuelle, mémoire des lieux et des mythes également. De ce point de vue et en paraphrasant Marcel Proust, la mémoire c'est en quelque sorte du temps retrouvé. Cependant, nous admettrons que cette mémoire, exactement comme chez Proust, ne devient active qu'à partir du moment où les circonstances, les enjeux et les problématiques du présent la revisitent et l'actualisent. Finalement, surtout du point de vue de la géographie, ce qui fait l'intérêt majeur de l'identité tient principalement à 2 choses. C'est d'abord la relation étroite, de type génétique et cognitif, affectif aussi, qu'elle entretient avec les lieux de l'espace social, au travers de leur distinction, de leur désignation, de leur signification symbolique. C'est ensuite sa nature d'idéologie, facilement mobilisable et même manipulable, sujette à instrumentalisation par les acteurs, politiques en particulier. Je m'explique. Les territoires idiosyncratiques qui émergent dans le concert de la mondialisation, souvent en réaction aux effets de standardisation et d'uniformisation de celle-ci, relèvent plus de l'imaginaire social des habitants, donc de l'idéologie, que de leur expérience concrète. En ces temps où la dimension idéale, virtuelle et politique des territoires tend donc à l'emporter sur leur consistance objective, économique ou matérielle, l'identité fournit un ingrédient, une ressource idéologique de premier ordre dans l'optique de leur fabrication et de leur survie. Mais l'affaire se complique. L'identité qui nous attache au lieu et au territoire devient plurielle, ou si l'on préfère feuilletée, en raison de notre mobilité croissante, de nos appartenances multiples et de la diversification parfois planétaire de nos espaces de vie. Ce feuilletage provoque chez nombre de nos contemporains une perte de repères. C'est l'une des causes majeures de leur désarroi identitaire. Cet ouvrage s'efforce aussi, à propos de tout procès identitaire, personnel, collectif, territorial, observé, d'en saisir conjointement à la manière des enseignements de Claude Lévi-Strauss, le caractère universel inéluctable, comme l'extrême variété et contingence. Conscient de l'aporie d'une posture scientifique préconisant ce regard éloigné, dont parlait aussi Lévi-Strauss,
ma démarche tentera tout au moins de déconstruire les identités établies pour en comprendre les ficelles. Elle s'emploiera également à dévoiler de quelle façon les espaces sociaux contribuent à produire les identités, mais aussi à les comprendre. À vrai dire, pourquoi installer l'espace social en introduction de ce livre ? L'espace social concerne de toute évidence l'espace géographique. La même pâte, la même matière les constitue à l'interface de la lithosphère et de l'atmosphère, pellicule existentielle de l'humanité et du monde vivant sur la face de la Terre, Pinchmel, 1993. Toutefois, la notion d'espace social, à la différence de celle d'espace géographique, recèle un sens bien particulier. Armand Frémont, 1984, l'avait défini comme l'intersection des rapports sociaux d'intersubjectivité et des rapports spatiaux compris comme l'ensemble des liens établis par les humains avec l'espace géographique. Soit un tissu de fibres relationnelles de tous ordres impliquant une trilogie, individu, société, espace, qui soude les individus entre eux et les relie aux choses, aux espaces, lieux et territoires avec lesquels ils organisent et arrangent leur cadre de vie. L'espace social fourmille d'éléments de nature transformés, appropriés ou simplement signifiés par des habitants qui les considèrent, selon le cas et les circonstances, comme des milieux, creusets de vie, ou comme des environnements, cadres construits. Il abonde de productions sociales, matérielles et idéales, actuelles aussi bien qu'héritées. Bâtiments, équipements, infrastructures diverses, mais aussi territoires, lieux et paysages, plus abstraits ou plus subjectifs. Les uns et les autres n'accompagnent-ils pas, et ne facilitent-ils pas le déroulement de la vie sociale sur Terre, tout en soulignant les discontinuités et les clivages qui marquent entre les humains, des positions hiérarchiques du type dominant-dominé ? Dans tout procès identitaire concernant une personne ou un groupe, autant l'espace social intervient à l'image d'un contexte à la fois sensible et prégnant. À ce titre, il contribue à structurer la perception et s'imprime dans l'esprit de toutes et de tous, cognition. Intimement mêlé à la vie des gens qui le produisent, l'espace social se fond dans le fluide de leur intersubjectivité. Il pénètre les consciences et les inconscients, au point que celles-là et ceux-ci se tissent dans le monde des phénomènes qui se déroulent sous le regard de chacun eux, comme le pensait Jean-Paul Sartre. Un jeu de correspondance s'établit entre la psyché, les idéologies partagées au sein des groupes et l'espace social, au double sens pour ce dernier, de ses réalités matérielles et de ses représentations idéales. Pour certains, cette cognition identitaire, inclusive d'espaces sociaux dès lors présents à la conscience, résulte d'un effet de tension de celle-ci, de son intentionnalité phénoménologique. Pour d'autres, elle repose sur un décodage des ordonnancements symboliques au terme duquel s'établit une communication entre tout sentiment de soi et ces espaces familiers parsemés de signes. Toujours est-il qu'une connivence, personnelle et collective, s'installe entre conscience et espaces sociaux. J'aborde ici les thèmes identitaires dans leur dimension surtout géographique, au fil de 10 chapitres. Dans un premier volet, je rappelle les quelques principes qui, à mes yeux, dessinent le profil d'une identité personnelle et collective, du sujet pensant à ces groupes sociaux d'appartenance. Il s'agit d'une approche surtout sociologique et anthropologique, à un moindre degré psychologique, chapitre 1. Je pars de l'individu inscrit dans un continuum, dans un enchaînement sémantique qui décline les figures successives du sujet pensant, de l'individu, de la personne, de l'agent et de l'acteur, tous enchâssés dans leur groupe et dans leur lieu d'appartenance. J'aboutis alors à une certaine personnification territoriale des espaces de la géographie. Lieu, territoire et réseau, chapitre 2. Je montre à cette occasion combien la spatialisation des identités, qu'elles soient personnelles ou collectives, leur fournit une consistance particulière, une visibilité, une représentation et une lisibilité augmentée, chapitre 3. C'est aussi le moment de décrire le système cognitif par le moyen duquel, de mon point de vue, territorialité et identité se confortent mutuellement dans l'esprit et les représentations de chacun eux, comme dans le discours public. Une telle importance accordée à l'identité ne se conçoit qu'en regard du renouvellement de sens dont elle témoigne du fait de la nouvelle audience accordée par la plupart des sociétés aux individus, retour du sujet, et aux communautés qui les agrègent. Ce point et les questions théoriques qu'il pose font l'objet du chapitre 4. Le chapitre suivant, 5, s'arrête sur une figure privilégiée de la construction identitaire, tant personnelle que collective, celle de la nation associée à l'État et à leur territoire commun. Cependant,
Tout système cognitif, d'identité et d'identification dans notre cas, a besoin de repères, d'affordances concrètes sur lesquelles la perception de chacun, socialement structurée, s'arrime et se construit. On sait par ailleurs que de tels appuis stimulent les retours mnémoniques, comme les représentations d'une réalité plus actuelle. Les objets patrimoniaux, chapitre 6, parce qu'ils détiennent une double consistance, matérielle et idéale, se prêtent bien à ce jeu de construction des identités. Mais que serait une cognition ou une connaissance, considérée comme le seul produit de la conscience, de l'intelligence et des capacités cérébrales de l'être humain? Pourrait-elle, surtout dans ses composantes de spatialité, se passer de cette sensibilité qui, par l'entremise des sens en interface avec l'environnement, se manifeste d'abord dans et par les corps? Le chapitre 7 s'attaque à cette question. Il traite de la fonction essentielle que le corps assume dans tout processus identitaire engageant les personnes. Si j'insiste ici sur ce point, c'est parce que le corps est espace. Mieux, il est interface de l'être, de sa socialité et de toutes les formes de l'espace dans lequel, par lequel et avec lequel il existe. Cependant, la réflexion à propos des variables sociales, économiques ou démographiques, prises en compte lors des analyses qui précèdent, fait le constat de leur maigre capacité discriminante dans le tissu géographique. Un peu comme si la conjugaison de la ressource territoriale, bien commun, et de l'individualisme dominant gommait une partie des différences sociales, jusqu'à hypertrophier deux d'entre elles en matière de pratique, celle de l'âge et celle du sexe. Le chapitre 8 isole cette dernière variable. Il la réinterprète à la lumière du concept de genre, afin de saisir en quoi les espaces sociaux contribuent à produire des identités imprégnées des effets de la domination hétérosexuelle et masculine. Soucieux ensuite de m'évader du strict propos géographique, tout en conservant avec lui un dialogue métaphorique que j'espère fécond, je fais deux incursions modestes en biologie-immunologie et en anthropologie sociale. Je m'efforce alors de puiser dans ces disciplines des arguments soulignant à la fois la spatialité, la fluidité, le feuilletage, la contingence, la limitation incertaine et compliquée de toute identité. J'y recherche également des preuves de la nécessité vitale pour chacun eux, comme pour tout groupe social, de procéder à sa propre identification en mobilisant l'espace, chapitre 9. Plongeant de plein pied dans l'action, le chapitre 10 met l'accent sur une autre nécessité fondamentale de l'identité, celle qui préside à la formation de tout système d'action spatialisé. Ne lui permet-elle pas successivement de se constituer, de fonctionner, de se reproduire, d'élaborer des stratégies via ses acteurs et d'animer la vie sociale en mobilisant l'espace? Ainsi se bouclera ce tour d'horizon identitaire centré, sans exclusive aucune, sur l'exemple français. La nouveauté de ma démarche tient sans doute au fait que, pour l'une des premières fois en sciences sociales, la géographie avec ses propres théories, méthodes et concepts, endosse la responsabilité d'une réflexion globale, nécessairement interdisciplinaire sur ce thème d'actualité. Jusqu'alors, l'histoire, les sciences politiques, la psychologie, la sociologie et l'anthropologie s'étaient pour l'essentiel partagé les approches scientifiques de la question identitaire. Puisse la géographie sociale apporter à son tour sa contribution à la compréhension de cet édifice si complexe. Plus que jamais les sociétés ont besoin d'éclairage dans ce domaine. Montrer que l'identité, simple commodité de la vie sociale, relève conjointement de la nécessité et de la contingence, qu'elle se négocie, se contractualise et se transforme au gré des volontés politiques, peut dépassionner quelque peu le débat qu'elle suscite. Administrer des arguments en faveur d'une thèse qui affirme que tout territoire est fragile, éphémère, produit d'un processus social d'appropriation, donc partageable entre plusieurs identités ou au prix d'une nouvelle formulation identitaire. Même si ce n'était que pour cela, ce livre ne vaudrait-il pas la peine d'avoir été écrit et surtout d'être lu? À la fin de chacun des 10 chapitres, j'ai pris le parti de faire sommairement le point sur les aspects du désarroi identitaire qu'il dévoile. Je les mets alors sobrement en évidence, et j'en donne une description rapide. L'ouvrage s'efforce, de cette manière, de coller aux problèmes réels que nous rencontrons aujourd'hui. Puissions-nous tirer quelques parties de cet éclairage modeste pour remettre à sa juste place une question certes capitale, mais qui soulève exagérément les passions. Une question qui navigue du coup, entre déni, emphase et manipulation idéologique ou politique. En un mot, un livre qui veut conjuguer savoir lucide et raison gardée.
Chapitre 1 L'identité individuelle. Distinguer le sujet, l'individu, la personne. Voici donc l'identité, au départ de toute histoire, de toute aventure individuelle. Une représentation de soi-même, le fait d'un individu et de sa subjectivité, Staszak 2004, ou l'ensemble des représentations et des sentiments qu'une personne développe à propos d'elle-même, Tapp 1986. Selon Ricoeur, il s'agit d'un récit fondateur de l'individu. L'identité personnelle permet à travers le temps et l'espace, de rester le ou la même. C'est le moyen de se vivre dans l'action en tant que moi, pour l'intéressé, que soit pour le regard des autres, unique et différent d'autrui, dans une société, des lieux, une culture donnée, en relation justement avec les autres, c'est-à-dire l'altérité, le non-soi proche ou lointain. L'attribution d'un nom résume bien les deux exigences de l'identification du moi et du soi. Mais l'identité ne s'arrête pas là, pas plus qu'elle ne se borne à quelques caractéristiques du corps, taille, couleur des cheveux et des yeux, signes particuliers, tels que les enregistrent les documents identitaires. Je m'efforcerai donc d'en dégager les principaux contours dans les pages qui suivent. À vrai dire, le procès identitaire bute sur la question du moi et de son mystère. Le moi immergé dans le corps se confond-il avec la conscience, la psyché, ego, le logo ? Que faire alors de l'inconscient, du subconscient et de leurs composantes freudiennes ? Quel rapport l'identité personnelle entretient-elle avec le corps, avec la nature et les lieux géographiques ? Le problème de l'inconscient nous met sur la voie d'une construction du sujet qui convoque les dimensions obscures de la temporalité, des lieux et de la mémoire dans le processus de sa formation. Au bout du compte, il convient de ne pas omettre que, pour tout sujet, sa propre identification le dote d'un outil essentiel de communication, son identité qui participe du langage social. Or, il semble que ce dernier gagne en efficacité s'il s'appuie sur les contextes géographiques, idéal et matériel, lieu et territoire, de son expression. L'évolution et la transformation permanente, accélérée de nos jours, de ces repères, leur mise à mal par les impératifs actuels d'une mobilité généralisée, ne figure-t-elle pas parmi quelques-unes des causes du désarroi identitaire que nous percevons chez nombre de nos contemporains ? Qu'est-ce qu'une identité personnelle ? L'attribution d'un nom et d'un prénom, celle d'un surnom ou sobriquet, opère un phénomène de translation, de glissement du moi vers le soi, comme si l'intériorité de chacun son identité profonde, celle de son ego se trouvait de la sorte publicisée, socialisée. Dans les sociétés amérindiennes d'Amazonie, l'enfant acquiert conjointement avec son nom, une personnalité sociale, le soi, et une âme, arroée chez les Bororos du Mato Grosso, expressif de son moi vécu et intériorisé, soit les deux visages de son identité. Le fait, chez ces mêmes Amérindiens, que le nom donné découle des totems du groupe d'appartenance recadre le procès identitaire dans une double contingence. En premier lieu, celle d'une nécessaire alliance de la nature et de la culture, le totem témoignant de leur fusion. En second lieu, celle de la dépendance du groupe social à l'égard de ce milieu géographique auquel appartient la figure, animale ou végétale, totémique. Plus largement, la dénomination trace pour tout sujet, amérindien ou non, une sorte de marqueur spatial, celui des lieux symboliques des origines. N'ai-je pas encore en mémoire l'émotion que je ressentis lorsqu'une collègue italianisante m'apprit un jour que mon nom, contraction de fils de Matteo, ou de Bartolomeo en italien, me conférait à coup sûr des racines campaniennes ou napolitaines ? Mais il y a plus, dans beaucoup de vieilles sociétés paysannes, celles du Béarn et du Pays basque par exemple, nombre de patronymes renvoient au lieu de l'habitation originelle du groupe familial, depuis la fin du Moyen-Âge ou l'époque moderne tout au moins. Ainsi, le nom de famille Barrère désignait initialement une personne habitant à côté de la barrière d'un enclos ou d'un pré. Barthes ou Barthès identifiaient les habitants d'un terrain humide, au bord d'un cours d'eau. Cette proximité d'une rivière revenait dans les patronymes de Berge ou Bergès en Béarn, Arèche, Haricot ou Arieta en terre basque. Barnetch ou Barnèche, mais aussi la Batte fait référence aux résidents d'un ancien domaine situé dans un creux, dans une vallée. Les Cassous, les Ducassous et les Ducasses, les Damestois ou Aristois vivaient dans un endroit planté de chênes et les Castagnais, les Castins à l'ombre ou à proximité de châtaigniers. Quant aux Dufaux, aux Agais, aux Aillais, ils résidaient près d'une hêtraie et les Fréchoux près d'un bois de frêne. Sans parler du nom générique des Dubois, l'un des plus répandus de France.
Quant aux patronymes évoquant la maison, la ferme, la métairie des lignées ancestrales, ils abondent. Borde, Laborde, Courtade, Cazenave, Maisonneuve, Echeverria en langue basque, Caso, Casalis, Casobon, Casoran, Casalet ou Casasus, maison au-dessus du village, la case, la bourdette, etc. Le nom de famille évoque aussi, fréquemment, une localisation encore plus précise. Ainsi, les Dachary occupaient initialement une maison située sur un terrain rocailleux, alors que celle des Duprat s'élevait dans un pré. Les allusions aux routes et chemins ne manquent pas non plus dans cet onomastique. Ainsi en était-il des Dufourques, Ourcades et Fourcades installés à leur croisée. Notons que ces quelques exemples n'épuisent nullement la veine géographique, très riche, des noms de famille. À la source de toute reconnaissance personnelle et sociale, prénom et nom condensent bien les deux principes de l'identification d'un individu, celui du moi et celui du soi. Or tout individu n'éprouve-t-il pas à un moment ou à un autre, la confrontation de son identité reçue, celle du soi, et de son identité vécue, celle du moi, du sujet, de l'ego ? Parfois jusqu'au malaise, sinon jusqu'au désarroi. 6 caractères majeurs interviennent dans la construction de toute identité personnelle. La continuité, soit le fait de rester le ou la même au fil du temps. La cohérence de sa propre subjectivité autour d'une représentation structurée et stable du moi. L'unicité ou sentiment de son originalité. La conception de sa diversité intérieure, au sens d'une reconnaissance des différentes facettes composant toute personnalité. La réalisation du sujet par l'action, le sentiment d'être ce qu'il fait réellement, estime, une vision positive de soi-même. À la lecture de ces critères, l'on se rend compte combien toute identité résulte d'un effort constant du sujet pour gérer sa propre continuité, sa cohérence dans une figure de changement constant que lui impose une temporalité qui le submerge. Cette confrontation au changement induit une dynamique d'ajustement permanent de chaque identité personnelle, laquelle se modifie et s'adapte en fonction des circonstances. De toute évidence, ce constat ne nous invite-t-il pas à rejeter toute vision naïve d'une essence identitaire ? Certes, un tel effort ne peut être que progressif. Ainsi, le sentiment identitaire de l'enfant s'associe d'abord à celui de la singularité sensible de son corps, de son appartenance de sexe qu'il repère seulement à partir de 2 ans et demi. En fait, grâce au rapport qu'il entretient avec sa famille, avec ses proches en général, il entre dès son plus jeune âge dans un long processus d'individuation. Ce dernier le conduira, au fil des ans, à développer des signes le distinguant d'autrui, dans un climat de lutte pour l'acquisition et la reconnaissance d'une position sociale. N'éprouve-t-il pas très vite le besoin de s'identifier de manière gratifiante en tant que sujet, mais aussi en tant que membre de divers groupes, familles, écoles, quartiers, entreprises, cités, etc. Ensuite, le temps s'écoulant, d'autres arguments identitaires viennent en renfort ou en retrait de ces prémices. L'identité, constante vitale du sujet, tient de son intuition sensible et de la représentation évolutive de son moi-soi. Elle entretient une tension permanente de l'esprit et du corps, engagée dans la double nécessité existentielle d'une reconnaissance intérieure du moi, et d'une affirmation extérieure de soi. Est-ce à dire que l'identité relève de la volonté ? Pas forcément, même si celle-ci, lorsqu'elle s'exprime, lui confère une acuité augmentée. Dans son dernier récit en toute franchise 2015, l'écrivain américain Richard Ford propose à cet égard une notion intéressante, celle du moi par défaut. D'après cet auteur, ce moi créé de toutes pièces, en marge d'un moi pur ou profond bien indéchiffrable, Descombes 2013, conduit chacun à offrir le visage de l'homme qu'il aimerait que les autres voient en lui, un homme qui ne ment pas ou si peu, qui choisit autant que possible la noble voie de l'optimisme, évite de faire des phrases et de la rhétorique, sans jamais se départir de sa gentillesse. Cette lecture d'un moi quelque peu falsifié, qui égratigne au passage l'idéal type du citoyen américain contemporain, rappelle aussi la mauvaise foi sartrienne. Cette dernière, L'être et le néant 1943, dit Sartre, consiste à établir le fait que je ne suis pas ce que je suis. Elle s'ingénie à prouver que tout être est ce qu'il n'est pas, et n'est pas ce qu'il est. Voici l'expression d'une mauvaise foi que Richard Ford illustre quant à lui, par cette image artificielle totalement fabriquée, d'un homme dégageant à dessein une impression de masse. Un moi en béton armé. Preuve qu'il n'existe pas de moi formant un noyau dur, pas d'essence irréductible et préétablie du sujet, préexistante à sa vie sociale. Dans cet esprit,
Claude Dubar décrit l'identité comme une construction toujours inachevée, mêlant des données psychologiques subjectives, y compris l'image que l'on tient à donner de son moi, et les caractères objectifs des trajectoires biographiques propres aux individus concernés. D'après lui, et je partage son point de vue, elle n'est autre que le résultat à la fois stable et provisoire, individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique et structurel, des divers processus de socialisation qui conjointement construisent les individus et définissent les institutions. Dubar 1991. Et les lieux, et les territoires pourrait-on ajouter. En somme, toute identité suppose un double mouvement créatif. L'un venant de l'intériorité du moi, identité appropriée, bottom-up en quelque sorte, l'autre, identité projetée, construite par l'extériorité, top-down, par les autres, par le système social d'appartenance. Ainsi l'identité, de nature dialogique, se façonne au quotidien par des processus de négociation, linguistique et culturelle, tous de nature sociale, ainsi que par le jeu de représentation spatiale. Jean-François Bayard, 2011, pense qu'il n'y a pas d'identité ou de culture qui ne repose sur le rapport à l'autre, sur des pratiques de métissage et d'hybridation, confrontant tout sujet à l'altérité. Mais qu'est-ce au juste qu'un sujet ? Comment le lire à travers ce qui le manifeste, le corps, la conscience, et malgré ce qui l'occulte, l'inconscient ? Que doit l'identité personnelle à la mémoire, individuelle et collective, à l'altérité et à la communication avec autrui, à l'espace géographique lui-même ? C'est à ces questions que je vais maintenant tenter de répondre. D'abord, en quoi consiste exactement le fait de se vivre en tant que je, à la première personne dans l'ordre du langage, que moi, intériorité et corps confondus, en tant que soi, à la troisième personne, que sujet, globalité de l'être conscient et perçu par autrui ? Depuis Sigmund Freud et l'avènement de la psychanalyse, l'on ne peut plus confondre le moi, celui du vécu ressenti et néanmoins insondable de chacun eux, ni le soi objectivé et conjugué par les autres, avec la conscience. Cette dernière représentait de tout temps pour les philosophes et les théologiens, le lieu, certes fictif mais présumé, le cerveau sans doute, de la raison, du logo, de la liberté et de la responsabilité individuelle. Or le concept freudien d'inconscient remet radicalement en question le caractère holiste, unitaire et insécable, la lumineuse transparence d'une telle conscience dont les profondeurs secrètes, explorées par la psychanalyse, nous échappent. La personnification du moi dessinait une objectivité constitutive de toute définition de soi, c'est-à-dire du moi discerné et catalogué par les autres. Elle reposait sur une relation de correspondance, puissamment identitaire, du moi et du soi, confondue avec la conscience. Cette relation a été brisée du jour où Freud a donné, avec le succès que l'on sait, une représentation clivée de la dite conscience, distinguant trois états, conscient, préconscient et inconscient, première topique freudienne. Puis il a fragmenté le moi en trois éléments, ça, pulsion, moi, conscience, surmoi, censure sociale, deuxième topique. Faisant ainsi du ça une sorte de force intérieure, libido, énergie psychique, motrice et vitale, qui échapperait à la volonté du sujet et exercerait une pression, pulsion, sur sa pensée et son comportement. Pour Claude Lévi-Strauss 1987, un tel inconscient pourrait fonctionner comme un opérateur d'hétérogénéité. Une sémiotique pulsionnelle capable de mettre en danger l'unité d'une structure, d'un sens et d'un sujet. Dans ces conditions, le principe ancien de l'autonomie de la conscience n'est-il point remis en cause ? Certes, il existe bien le surmoi, placé comme son nom l'indique au-dessus en surplomb du moi. En intégrant des comportements modèles et moraux, décelés chez autrui par l'expérience sociale ou inculqués par l'éducation, le surmoi contrôle en partie les pulsions du ça. Mais il n'en reste pas moins vrai que l'autre scène, l'inconscient, le ça, le moi inconscient, tout ceci ruine l'idée de l'unité du moi, et par conséquent la notion même de l'individu, en tant qu'identité irrévocable. Green 1983. Il en résulte que si l'on suit la théorie freudienne, le moi ne se cerne plus qu'en relation avec les deux autres instances occultes de la topique, le ça et le surmoi. Pour le dire autrement, le moi profond, insondable, déborde le moi conscient et l'obscurcit au point que celui-ci ne saurait pleinement s'identifier au sujet. Source majeure d'incertitude identitaire, l'on sait que tout sujet, dans la perspective psychanalytique, dépend étroitement de sa relation avec ses géniteurs. Les mystères de son inconscient relèvent donc en grande part du contexte de sa filiation et ce qui va de pair dans l'optique freudienne,
dépendent des arcanes de sa sexualité. Du coup, les traits de l'identité personnelle restent toujours incertains, constamment minés par une activité psychique inconsciente et des pulsions sexuelles qui les brouillent. Ce renversement de situation discrédite la stricte perception du sujet en tant que base de sa relation identitaire sûre et absolue au monde, à son environnement. En effet, la perception sensorielle, déjà perturbée par la personnalité sociale complexe du récepteur, Bailly 1977-2014, affronte les aléas de son inconscient. Singularisée de la sorte, cette perception fonde l'identité du sujet, mais avec le secours de ses rêves et des représentations qui alimentent son imaginaire. Confronté aux troubles d'un tel individu clivé par le jeu des topiques freudiennes, mais aussi par bien d'autres fissures et feuilletages de sa personnalité, il nous faut estimer que l'identité du sujet lui vient du dehors, c'est-à-dire de la société. C'est la société, les parents, les autres, qui lui imposent son identité par les positions qu'elle définit pour lui, dans le réseau social, Héritier 1983. Cette dépendance exogène affecte l'identité la plus visible, la plus tangible, mais aussi celle qui surgit du sujet psychologique. Bien que son identité lui vienne en grande part du dehors et de l'altérité, le sujet ne s'enferme pas forcément pour nombre d'auteurs dans l'incapacité d'être lui-même. Certains d'entre eux, à la manière sartrienne, n'insistent-ils pas sur sa liberté lucide et sur la plasticité évolutive de son sentiment identitaire ? Ainsi, Jean Bacheler 2011 souligne que l'identité de chacun n'est pas la juxtaposition inerte de l'humain, du culturel et de l'idiosyncrasique, mais le produit de la gestion, libre, finalisée, rationnelle, faillible, par l'individu, de ses dotations naturelles et de ses héritages culturels. Il ajoute que cette gestion commence dès le sein maternel et se poursuit tout au long de la vie, jusqu'à la mort. Il s'agit donc d'une œuvre continuée, en transformation permanente, notamment sous les effets de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.